Bonjour, je suis Damien Tessier, enseignant-chercheur au laboratoire Sens de l'Université Grenoble-Alpes et responsable du DU Promop, promouvoir la motivation et le bien-être à l'école. Aujourd'hui, je vais vous présenter une intervention qui s'intitule Former à l'approche intégrée du développement des compétences psychosociales à l'école. Et mon propos se structurera en 4 points. Le premier, c'est développement des CPS et mécanismes d'apprentissage. Démarche de conception de séquences CPS intégrées, exemple de séquences CPS intégrées et pistes concrètes pour la formation. Donc dans le premier point, il s'agira de poser un peu le cadre théorique pour comprendre quels sont les mécanismes d'apprentissage et les gestes professionnels associés qui potentialisent le développement des CPS. Dans un deuxième temps, ce sera sur une démarche de construction de séquences didactiques CPS intégrées à la discipline. Je présenterai quelques exemples, 3 exemples, un dans chaque famille, compétences cognitives, émotionnelles et sociales, dans 3 disciplines différentes. Et puis ensuite, on abordera la question de la formation en envisageant une ingénierie de formation pour former au développement des CPS intégrés. Donc le premier point, développement des CPS et mécanismes d'apprentissage. On va d'abord différencier ce à quoi renvoie une approche décrochée versus intégrée. Lorsque on vise le développement des CPS de manière décrochée, cette intervention se fait au travers de programmes probants, type Unplug, type Prodas, Good Behavior Game, Tina et Tony et d'autres, qui proposent des activités adidactiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de visée de développement de compétences disciplinaires autres que les compétences psychosociales qui sont visées et qui ciblent donc spécifiquement le développement des compétences psychosociales. À côté, le développement des CPS par une approche intégrée s'inscrit dans le cadre de situations d'apprentissage qui permettent le développement des CPS et des compétences disciplinaires. Donc on va voir maintenant quels sont les avantages et les difficultés qui sont liées à ces 2 approches-là. Concernant l'approche décrochée, elle s'inscrit plutôt bien dans l'enseignement à l'école primaire parce que les activités CPS décrochées s'insèrent entre les périodes d'apprentissage. En revanche, c'est moins le cas dans le secondaire, au collège et au lycée, où les approches décrochées nécessitent de créer du temps supplémentaire, du temps d'école supplémentaire pour trouver les espaces permettant de faire les 12 séances d'Unplugged, par exemple, ou les X séances du programme GBG ou d'autres. Autre élément, c'est que cette approche décrochée repose souvent sur les personnes qui portent le programme Unplugged, qui va devoir discuter avec le chef d'établissement, avec la vie scolaire, pour trouver des espaces, soit en heure de vie de classe, soit ailleurs pour faire le programme. Et c'est très personne dépendant. Quand ce collègue de SVT par exemple arrête de porter le programme Unplugged, ce n'est pas si simple de le poursuivre. Concernant l'approche intégrée, l'avantage c'est qu'elle s'adapte bien à l'école primaire comme au collège et au lycée. On peut faire des CPS en faisant des maths, de l'EPS, du français, de l'anglais et de l'histoire géo. Elle a également l'avantage, cette approche intégrée, d'augmenter la dose CPS des élèves. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut faire des CPS dans toutes les disciplines, toute la journée, toute la semaine, toute l'année. La difficulté ou la nuance de cette approche intégrée, c'est qu'elle est exigeante en termes de développement de compétences professionnelles. Elle nécessite de développer des gestes professionnels élaborés et donc d'envisager une formation importante. Je vais maintenant m'appuyer sur un article récent de Zeyer et collaborateurs en 2024 qui s'est intéressé à examiner les processus d'apprentissage dont découlent des gestes professionnels, des méthodes d'enseignement qui potentialisent ou qui optimisent le développement des CPS. Ils ont développé 5 mécanismes d'apprentissage qui ne sont pas très différents des mécanismes d'apprentissage disciplinaires, mais qui ont quelques approches spécifiques. Le premier, c'est la socialisation, le feedback, l'invalidation ou la validation, la conscientisation et la répétition. Donc, acquérir des CPS par la socialisation, c'est apprendre les CPS de manière implicite, par l'observation, l'imitation de l'enseignant. Par exemple, lorsque l'enseignant en primaire, au retour de la récréation, accueille les élèves qui se sont chamaillés et qu'il écoute
attentivement ce qui s'est passé, qu'il comprend, qu'il accueille la parole de l'élève, eh bien les élèves vont apprendre par cet intermédiaire que l'on peut gérer des situations sociales en restant calme, en étant à l'écoute. Et donc il y a une association entre le comportement, le contexte et l'état émotionnel plutôt apaisé ou plutôt réconfortant de l'enseignant qui favorise l'acquisition de ces comportements CPS. Ce mécanisme d'apprentissage, la socialisation, induit comme geste professionnel notamment ce qu'on appelle la modélisation ou l'incarnation des CPS à travers les comportements de l'enseignant. Deuxième mécanisme, c'est le feedback. Ça ne renvoie pas forcément à ce qu'on entend comme retour d'information en cours d'apprentissage. Là, le feedback, il faut plutôt l'entendre comme étant une information utile que l'enseignant va adresser aux élèves qui manifestent des comportements antisociaux ou qui ne sont pas CPS, qui va entendre ce que disent les élèves et va comprendre la raison pour laquelle ils agissent ainsi, mais qui va surtout expliquer pourquoi, quels sont les effets sur les camarades, quels sont les effets délétères sur la classe, quels sont les effets délétères sur l'ambiance de classe. Et ce feedback comme raison qui invite à mobiliser un comportement alternatif va favoriser également l'acquisition des CPS. Troisième mécanisme, c'est la validation ou l'invalidation. L'invalidation, c'est le fait de délégitimer ce qui a du sens pour l'élève, son comportement, ses émotions, ses ressentis. Et lorsque l'élève se sent invalidé, il va avoir tendance à réprimer le comportement, à réprimer ses émotions, à ne pas exprimer ses ressentis ou ses pensées, plutôt que d'essayer de comprendre sa signification et de comprendre comment gérer efficacement ses comportements, ses ressentis ou ses émotions. Or, toute émotion, toute expérience est intrinsèquement valable. C'est parce que l'élève est en colère qu'il s'agit de la réprimer. La colère est valable. Certaines croyances qui ne sont pas forcément cohérentes avec les valeurs de l'école ou de la République sont également valables. La question, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer les effets délétères de ces croyances, de ces émotions, pour essayer d'amener les élèves à les changer. Dans cette perspective, valider, c'est-à-dire accueillir, c'est-à-dire comprendre les émotions, les comportements ou les croyances des élèves, favorise la réflexion sur ces comportements et donc sur ces compétences psychosociales en vue de les changer. La conscientisation, c'est le fait de porter attention et de prendre conscience aux comportements, aux activités qui favorisent le développement des compétences psychosociales. On est un peu à l'opposé de la socialisation, premier mécanisme qui était un apprentissage implicite des CPS. Là, par le biais de la conscientisation, on est sur un apprentissage explicite. On a besoin de verbaliser les ressentis, les pensées. On a besoin de prendre du recul sur ces pensées, ces ressentis pour pouvoir les analyser, les comprendre, puis se projeter dans un autre contexte que celui de la classe pour pouvoir visualiser la mobilisation de ces CPS ultérieurement. Donc la conscientisation, c'est vraiment un apprentissage explicite qui renvoie comme geste professionnel ou comme méthode d'apprentissage ou d'enseignement au retour réflexif. Enfin, la répétition, comme tout apprentissage, comme toute compétence, l'acquisition d'une CPS ou des CPS nécessite de la répétition, mais cette répétition, ce n'est pas forcément la répétition des activités. Ça peut être l'observation d'un camarade ou de l'enseignant qui mobilise ses compétences psychosociales, la visualisation au moment du retour réflexif pour se projeter dans un autre contexte et mobiliser cette compétence psychosociale qui a été travaillée, c'est la mettre en œuvre effectivement dans les activités d'apprentissage. Donc il y a plusieurs manières de répéter la CPS. Ce qu'elles ont en commun, ces manières-là, c'est qu'elles mobilisent les mêmes mécanismes neuronaux de l'apprentissage. Donc, de ces 5 mécanismes d'apprentissage, on peut distinguer plusieurs gestes professionnels qui relèvent de la posture. Par exemple, le modelage, c'est le fait d'adopter des comportements qui incarnent les CPS dans les situations d'enseignement-apprentissage et dans les interactions avec les élèves. Il y a également la validation et le feedback dont on a parlé, qui permettent d'adopter des comportements qui font de la place, qui manifestent l'intérêt ou qui légitiment la diversité des préférences, des émotions, des idées, des émotions, des ressentis, des croyances des élèves. Donc la validation va de pair avec le feedback.
On peut très bien valider une émotion désagréable ou une croyance qui n'est pas forcément celle que l'enseignant vise à porter, tout en expliquant par la suite, grâce au feedback, en quoi ces émotions ou ces croyances ont des effets délétères. Pour prolonger cette question sur la posture, on peut s'appuyer sur la théorie de l'autodétermination, une théorie de la motivation qui permet de comprendre comment les élèves s'engagent dans les apprentissages, donc dans les CPS. Cette théorie distingue deux types de postures. La posture de contrôle, qui se caractérise par une relation descendante vis-à-vis des élèves, un langage directif, des questions qui ne visent qu'à vérifier que les élèves ont bien compris les connaissances ou ont les réponses attendues, et puis des feedbacks qui sont centrés sur l'erreur. A contrario d'une posture de soutien qui se caractérise par une relation d'étayage avec les élèves, on va accompagner le développement progressif de leurs connaissances et compétences, l'utilisation d'un langage inductif qui vise à faire des propositions, à utiliser le conditionnel plutôt qu'à imposer tel ou tel comportement ou telle idée, à poser des questions qui visent à connaître le point de vue des élèves, à faire preuve de curiosité et à savoir comment est-ce qu'ils vivent les expériences d'apprentissage, et puis des feedbacks qui sont plus centrés sur l'effort, sur les points positifs, donc sur la valorisation plutôt que sur l'erreur. Ces deux types de postures-là ont des effets bien différenciés sur l'engagement des élèves dans les activités d'apprentissage. L'utilisation d'une posture de contrôle va plutôt favoriser des motivations contraintes, du désengagement, de la passivité, de la crainte dans ces activités-là. A contrario, une posture de soutien va plutôt favoriser un engagement volontaire, de la curiosité de la part des élèves, l'envie de partager au moment du retour réflexif. Et qu'est-ce qui explique que ces deux types de postures ont des effets bien contrastés? Eh bien, ce sont les besoins psychologiques fondamentaux. Tout individu a besoin de se sentir compétent pour s'engager dans une activité d'apprentissage disciplinaire ou d'apprentissage des compétences psychosociales, c'est-à-dire de se sentir capable de faire l'activité. On a besoin également pour s'engager de se sentir respecté, concerné, considéré par l'enseignant et par les partenaires. Enfin, pour s'engager, on a également besoin de sentir qu'on a du pouvoir d'agir, qu'on a voix au chapitre, qu'on peut se tromper, qu'on peut donner son point de vue sans risquer de se faire moquer ou de se faire punir. Donc l'idée autour de cette question de la posture, c'est que le modelage, la validation, le feedback et tous les comportements qui relèvent d'une posture de soutien favorisent le développement des compétences psychosociales. Et à côté de cette posture, qu'on va appeler posture de soutien, il y a également un autre geste important, c'est le retour réflexif. Il vise à aider les élèves à conscientiser la CPS principale qui est mobilisée dans la situation d'apprentissage considérée, afin de favoriser son développement. Et il s'organise en 3 temps ce retour réflexif. Observer, c'est orienter l'attention des élèves vers les ressentis et les pensées générées pendant la situation. Et là, c'est important parce que ce n'est pas évident pour tout élève de porter attention à ses pensées, à ses ressentis, à ses émotions. Donc il y a besoin de le construire, ce temps-là du retour réflexif, en y accordant parfois plusieurs séances juste sur observer. Qu'avez-vous ressenti? Comment avez-vous vécu l'activité? Et en engageant les élèves à porter attention à leurs ressentis, à leurs émotions, à leurs pensées. Ensuite, il y a le deuxième temps, c'est analyser. Aider les élèves à prendre du recul sur les éléments observés et d'être capable de nommer les CPS qui sont mobilisés, être capable de comprendre les effets de la gestion de ses émotions sur la situation d'apprentissage ou être capable de comprendre les effets de la colère sur son comportement social. Puis une fois qu'on a observé, qu'on a analysé, développer les CPS, c'est aussi être capable de les transférer dans un autre contexte. C'est accompagner les élèves dans une projection future, leur permettant de visualiser comment ils pourraient réutiliser ces CPS en dehors du collège, en dehors de l'école, dans la famille, dans le cadre sportif. Donc on a bien 2 principales catégories de gestes professionnels, la posture pédagogique de soutien d'une part, le retour réflexif d'autre part. Après avoir compris les ressorts de l'approche intégrée, d'avoir compris les mécanismes d'apprentissage qui induisent des gestes professionnels particuliers, on va maintenant s'intéresser aux méthodes pédagogiques ou plutôt didactiques, c'est-à-dire à savoir quelle démarche de conception de séquences CPS intégrées est la plus adaptée pour pouvoir construire cette approche-là. En premier lieu, quand on regarde la littérature sur les compétences psychosociales, que ce soit la méta-analyse de Cipriano ou celle de Durlac,
elles mettent bien en évidence 4 facteurs d'efficacité qui vont nous servir de support ou d'ancrage pour construire notre séquence. Une intervention CPS efficace, c'est une intervention qui est safe, c'est-à-dire qui est séquencée, où on construit progressivement l'appropriation de l'objet d'apprentissage, qui est la CPS visée, où on favorise un engagement actif des élèves dans l'apprentissage, où on va se focaliser dans chaque séance sur une CPS particulière plutôt que d'en mobiliser un nombre important. Et puis, ces interventions efficaces, elles induisent également l'explicitation, c'est-à-dire le retour réflexif qui permet d'identifier ce qu'on a appris et d'envisager comment le réutiliser, le transférer. Enfin, dernier élément qui va aussi ancrer notre conception, c'est le fait que pour développer les CPS, on estime dans la littérature qu'une séquence ne peut pas faire moins de 10 heures. C'est-à-dire qu'en une intervention, une séance ponctuelle sur les CPS, ce n'est pas ce qui va contribuer à développer effectivement ces compétences psychosociales chez les élèves. Il faut vraiment l'inscrire dans la durée, comme tout apprentissage d'ailleurs. Donc, pour concevoir une séquence d'enseignement, généralement, au plan disciplinaire, on s'appuie sur la transposition didactique. Selon Chevalard, c'est le passage du savoir savant au savoir enseigné. Par exemple, en français, c'est s'appuyer sur le réalisme en littérature pour permettre aux élèves de savoir construire une description ou d'enrichir leur vocabulaire. On va s'appuyer sur la proportionnalité en maths qui renvoie à une relation linéaire entre deux grandeurs. Mais l'idée, c'est que les élèves soient capables de résoudre des problèmes de proportionnalité, de vitesse ou de pourcentage en utilisant la règle de 3. En histoire géo, on sait que la Révolution française est un processus assez complexe sur lequel les historiens ne sont d'ailleurs pas tous d'accord. Mais dans le cadre scolaire, on va s'intéresser à ce que les élèves aient les grandes étapes et des repères pour comprendre l'évolution de cette Révolution française, notamment la prise de la Bastille ou la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, on pourrait penser que cette approche de transposition didactique pourrait également être mobilisée pour concevoir des séquences CPS où on partirait des compétences émotionnelles qui sont nombreuses, identifier, comprendre, exprimer, réguler ses émotions, et on choisirait un objet d'enseignement qui serait par exemple savoir gérer son anxiété pour le brevet et être capable de faire les épreuves du brevet. Pour cela, dans le cadre disciplinaire, on s'appuie sur les programmes. Les programmes proposent le savoir à enseigner, qui va ensuite être didactisé par l'enseignant en savoir enseigner. Là, on peut s'appuyer, on peut saisir cette opportunité de ce projet de socle qui propose dans les 3 familles CPS, cognitive, émotionnelle et sociale, un ensemble de compétences qu'il s'agirait de didactiser ou d'objets d'enseignement à faire acquérir aux élèves. Donc regardons un peu ce qu'il y a dans ce socle. Et pour cela, on va contextualiser notre réflexion et on va envisager qu'on ait une prof de français avec la classe de 4e 6 d'un collège de centre-ville par exemple, dans lequel on travaille sur une séquence où il s'agit de construire le texte descriptif, de construire la description. Et pour cela, notre séquence, elle tourne autour de la ville du futur. Et donc on est cette prof de français qui en est à sa 3e séance. Elle maîtrise bien sa séquence sur la ville. Elle sait que cette séance peut être une bonne opportunité pour travailler les CPS avec ses élèves. Donc elle va aller consulter le socle, puis elle va aller regarder un peu quels seraient les CPS qu'elle pourrait didactiser dans cette 3e séance de cette séquence. Donc quand on prend les compétences cognitives, il y a être attentif, il y a s'engager de manière personnelle dans les tâches ou activités scolaires, faire preuve de curiosité, être capable de s'étonner, d'admirer. Tiens, pourquoi pas celle-là? On peut s'arrêter sur celle-là, on peut se dire en tant que prof de français, bah tiens, ma séquence sur la ville, on va travailler sur la description, je peux proposer des belles images de villes du futur qui sont végétalisées, qui proposent un climat en apparence plutôt serein pour amener les élèves à les décrire et être capable de s'étonner ou d'admirer ces paysages par le biais de la description. Voyons maintenant les compétences émotionnelles. Est-ce que dans cette séquence, on ne pourrait pas plutôt choisir des compétences émotionnelles? Accueillir, différencier, reconnaître ses émotions, apprécier la signification pour soi-même et pour les autres, les exprimer ses émotions si et lorsqu'ils le souhaitent dans le respect de l'entourage. Et bien peut-être que là, dans cette séquence sur la ville, on peut accueillir, différencier et reconnaître ses émotions. Et cette prof de français se dit, tiens, je vais montrer des images contrastées
de villes du futur. Des villes qui sont polluées parce que le réchauffement climatique a amené en 10, 15 ans, 20 ans à des villes qui sont polluées, qui sont sales, où il y a beaucoup de voitures, versus des villes végétalisées, des villes plus écologiques dans lesquelles on a un souci de l'individu. Et en présentant des images contrastées de ces deux villes du futur, on peut amener les élèves à identifier des émotions différentes qui se dégagent de la description de ces images. Et ainsi, travailler, pourquoi pas, les CPS. Ou bien se dire, on va plutôt travailler les compétences sociales. Alors dans ce socle, on trouve respecter les autres et en être respecté, considérer la condition des personnes handicapées sous l'angle de l'inclusion, analyser les situations d'interaction entre plusieurs personnes et comprendre leurs enjeux, adapter sa communication à la situation, à l'interlocuteur, tisser des relations respectueuses des libertés, refuser de manière explicite des situations ou des relations non souhaitées, ou équilibrer affirmation de soi et souci de l'autre. Tiens, pourquoi pas prendre celle-ci? Ou là, on envisagerait, dans ce travail sur la ville, prendre des espaces de forte densité dans la ville. Ça peut être des espaces publics, ça peut être les transports par exemple. Et on va amener les élèves, par la description de ces images, à réfléchir aux relations sociales qui sont induites dans des espaces comme ça à forte densité. La question qu'on peut se poser en étant cette prof de français qui se positionne ou qui réfléchit à cette troisième séance, c'est est-ce que faire réfléchir à l'écrit ou à l'oral mes élèves sur ces différentes compétences à travers cette séquence, est-ce que c'est suffisant pour développer des compétences psychosociales? Est-ce que ça va leur permettre de transférer ces compétences psychosociales qui vont être mobilisées à travers ce travail de description à d'autres moments? Puis, autre question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que j'enchaîne ensuite? Parce que là, dans ma séquence, j'en suis à la troisième séance et il reste encore 4 séances. Comment est-ce que ce travail de description à partir des images, je peux en faire une séquence où on développe à la fois les compétences disciplinaires sur la construction de la description et les compétences psychosociales? Ce n'est pas forcément le plus simple. Donc cette approche un peu de haut en bas, de transposition didactique, ce n'est pas forcément la plus simple pour concevoir une séquence d'enseignement. Une autre approche, ou une approche alternative, c'est celle de passer par les outils. Et ça a été une approche qui a été particulièrement utilisée dans le cadre des CPS. Et il y a plein de propositions dans le champ professionnel, sur Internet et ailleurs, d'outils qui peuvent être utilisés pour travailler les CPS. Par exemple, faire un blob tree, ce fameux arbre d'Ostende où on identifie quelle est son humeur du moment en fonction du petit bonhomme, du petit personnage qui correspond le mieux à ce qu'on ressent. Ou bien on peut faire une roue des émotions, une météo intérieure. On peut utiliser les cartes des forces pour amener les élèves à identifier leurs qualités, un bingo, ou bien une boîte de gratitude et bien d'autres encore. Donc l'avantage de cette approche par les outils, c'est de se dire on peut utiliser l'un ou l'autre de ces brise-glaces. Commençons par exemple par un blob tree, puis la séance d'après on peut faire une météo intérieure, puis un bingo, puis une boîte de gratitude et ainsi à chaque début de cours on peut aborder une compétence psychosociale, mais la question qui se pose reste la même, c'est est-ce que ce brise-glace de début de cours de quelques minutes permet de développer des compétences psychosociales et de les transférer? Et puis, moi, j'ai une séquence sur la ville, comment est-ce que j'enchaîne? Comment est-ce qu'après une météo intérieure, j'enchaîne avec mon travail sur ma séquence sur la ville et la description, l'apprentissage de la structuration d'un écrit de description? Donc cette approche par les outils, ce n'est pas forcément la plus simple non plus pour construire cette séquence. Il y a peut-être une autre option, c'est celle de partir des besoins des élèves. Donc on est cette prof de français, toujours avec ses 4e 6, qui va se poser la question, quels sont les besoins de mes élèves de 4e 6? On peut se dire, après les consignes, j'observe qu'ils attendent que je passe les voir pour se mettre au travail. Ils me sollicitent pour que je vienne vérifier leur travail avant de passer à l'étape d'après. Alors moi, j'aimerais qu'ils soient un peu plus autonomes, qu'ils se fassent un peu plus confiance, qu'ils soient davantage capables de s'auto-évaluer sans avoir besoin systématiquement de mon regard. Et donc là, en se posant cette question-là, eh bien, on trouve tout de suite la compétence psychosociale ou la préoccupation professionnelle que je vais essayer de développer. L'autonomie, la confiance, l'auto-évaluation. De cette préoccupation professionnelle peut découler des leviers. Comment est-ce que je vais m'y prendre dans ma séquence pour développer ces compétences psychosociales? On peut essayer de leur faire vivre des réussites, de connaître sa valeur ou ses qualités, d'identifier ses propres compétences disciplinaires. Est-ce que
j'arrive à maîtriser les compétences sur la description, est-ce qu'elles sont en voie de développement, est-ce que j'ai dépassé ces compétences-là et on peut ensuite se questionner sur les outils. C'est-à-dire que si je veux faire vivre des réussites aux élèves, alors je peux peut-être me dire que je vais proposer différentes activités de niveaux de difficulté différents et en laissant les élèves s'auto-positionner pour choisir l'activité, par exemple révision des bases, consolidation, niveau 3 défi personnel, que les élèves pensent faire et qui correspondent mieux à leur niveau. Pour essayer de les aider à connaître leurs valeurs et leurs qualités, on peut utiliser les forces, les cartes des forces ou les cartes des qualités qui permettent d'identifier des qualités ou des forces dont on n'a pas forcément pris conscience. Et puis pour être capable d'identifier ces compétences, on peut faire une grille de compétences. Où à la fin de l'activité, les élèves cochent s'ils ont bien fait un récit de description qui soit d'abord large, puis qui situe les différents éléments de l'image, puis enfin qui développe en détail les points saillants de l'image, par exemple. Donc, dans ce cadre-là, c'est la relation entre préoccupation professionnelle, levier de développement et outils qui vont nous permettre de construire notre séquence. Donc, à partir de là, de ces préoccupations professionnelles, on peut essayer de les catégoriser ou de les répertorier pour se faire un canevas de base, une trame, support de sa séquence. Par exemple, si on prend les compétences cognitives, eh bien, il y a peut-être 3 grandes préoccupations professionnelles qui renvoient à des CPS. Il y en a certainement d'autres, mais en tout cas 3 qui sont relativement consensuelles. Aider les élèves à s'auto-évaluer positivement pour entrer dans une démarche active d'apprentissage. Renforcer sa pleine attention pour pouvoir suivre le cours. Et puis se connaître pour faire des choix d'orientation véritables en fin de collège par exemple ou au lycée. Au niveau des compétences émotionnelles, on peut au moins distinguer 2 grandes préoccupations qui renvoient à plusieurs CPS émotionnels, savoir gérer ses émotions désagréables pour communiquer de façon constructive. C'est vrai que quand on est agi par ces émotions, ça peut dégrader nos relations interpersonnelles. Ou bien savoir gérer son anxiété d'évaluation. Et puis, la préoccupation principale du point de vue des compétences sociales, c'est certainement apprendre à coopérer afin de coopérer pour apprendre, c'est-à-dire apprendre aux élèves à coopérer dans l'apprentissage pour que cette interaction avec leurs pairs permette de bonifier leurs apprentissages. Donc pour chacune de ces 6 grandes préoccupations qui traduisent des compétences psychosociales, on peut ensuite essayer de distinguer des leviers. Si je prends s'auto-évaluer positivement, eh bien, on peut distinguer plusieurs leviers. Par exemple, connaître le vocabulaire des forces et des qualités, identifier ses propres qualités, utiliser ses forces dans différents contextes comme ressources pour pouvoir s'y adapter, vivre des expériences de maîtrise, utiliser des stratégies d'apprentissage efficaces. Et pour chacun de ces leviers, on peut identifier des outils. Au niveau des compétences émotionnelles, on va commencer par la première, gérer ses émotions désagréables pour communiquer de façon constructive. Là également, il y a plusieurs leviers. Identifier ses émotions, comprendre ses émotions, réguler ses émotions et enfin comprendre les émotions d'autrui. C'est toujours plus difficile de faire preuve d'empathie et de comprendre les émotions d'autrui quand on n'a pas encore identifié, compris et appris à réguler ses propres émotions. Donc, quels sont les outils qu'on peut utiliser pour chacun de ces leviers? Concernant comprendre ses émotions, on peut utiliser des tableaux qui permettent de comprendre, et c'est l'élément essentiel dans le développement des compétences émotionnelles, que derrière chaque émotion, il y a un besoin. Quel est le besoin qui m'anime lorsque je ressens de la joie? C'est probablement le besoin de partager, de célébrer. Quel est le besoin qui m'anime lorsque je ressens de la peur? Un besoin de sécurité, de liberté. Quel est le besoin qui se cache derrière la colère? Le manque de considération, le besoin de justice. Et lorsque les élèves ont compris que derrière les émotions, il y a des besoins, à ce moment-là, on peut continuer sur réguler ces émotions. Donc là, il y a plusieurs modèles théoriques qui existent et qui permettent de comprendre qu'il y a plusieurs stratégies de régulation. On peut réguler la situation, on peut réguler son attention. Par exemple, lorsque je suis en stress, en situation de stress, j'ai tendance à penser au fait que je vais pouvoir échouer, je vais penser à l'erreur. Donc se recentrer son attention sur ce qu'on maîtrise, sur ce qu'on sait faire, c'est une stratégie de régulation du stress ou de l'anxiété. La perception, c'est également une stratégie efficace. Le fait de se dire que les émotions désagréables qui nous traversent à un moment donné ne sont pas des vérités. Ce sont que des pensées, elles peuvent se tromper. Et donc le fait de considérer ces émotions
comme étant simplement des pensées nous permet de nous défusionner, de se décaler de ces émotions. Et c'est une manière de réduire la charge émotionnelle que d'opérer cette diffusion vis-à-vis de ces émotions. Puis enfin, la quatrième stratégie de régulation, c'est celle de la régulation somatique, par exemple par la relaxation, par la respiration, vont permettre de porter attention à ces émotions et de pouvoir par ce biais les réguler. Maintenant, on va voir la démarche de construction de séquences. On va d'abord partir des préoccupations. Les préoccupations professionnelles, à partir de l'identification des besoins des élèves, c'est ce qui va nous permettre de fixer la finalité de la séquence. Quel est l'endroit auquel je veux arriver? Par exemple, on va choisir s'auto-évaluer positivement pour entrer dans une démarche active d'apprentissage. Ensuite, on va choisir des leviers. Ces leviers, c'est ce qui va donner la cohérence horizontale de ma séquence, c'est-à-dire les différentes étapes. Donc là, dans cette séquence fictive sur l'auto-évaluation positive et la démarche active d'apprentissage, eh bien, on peut se dire que les 2 premières séances de la séquence, on va toujours travailler sur la ville, mais en parallèle ou en même temps qu'on va travailler sur le texte descriptif et la ville, on va travailler sur le vocabulaire des forces. Et puis à la 3e séance, on va passer à identifier les forces ou les qualités. Ensuite, 4e et 5e séance, on va développer les forces en contexte, c'est-à-dire qu'on va amener les élèves à identifier quelles sont les forces qui mobilisent dans le cadre scolaire, dans le cadre de la famille, en dehors, pour voir comment est-ce que leurs forces qu'ils ont identifiées à la séance précédente, ils les mobilisent au quotidien. Tout ça permet aux élèves de prendre confiance en eux, de voir qu'ils ont des ressources, de voir qu'ils ont des capacités, ce qui permet de réduire un peu leur biais de négativité. En parallèle de ce travail sur les forces, on va faire vivre des expériences de maîtrise, comme on l'a vu tout à l'heure, avec des activités de différenciation pédagogique qui permettent aux élèves de choisir des activités de niveaux différents. Et puis, on va poursuivre cette séquence sur les stratégies d'apprentissage efficaces. Alors là, on va essayer de structurer par exemple cette deuxième partie. Cette deuxième partie de la construction de la séquence, c'est la cohérence verticale. C'est le fait d'articuler le scénario d'enseignement et les différentes étapes à l'intérieur de la séance. Et ce qui va me permettre de construire cette cohérence verticale au sein des séances, ce sont les outils. Donc là, on peut envisager par exemple 3 étapes dans sa séquence qu'on va maintenant illustrer. Avec par exemple, on est à la 6e séance, on a travaillé les forces et le fait de se rendre compte qu'on a de la valeur et qu'on a des qualités. Et les élèves arrivent à la 6e séance et je me dis en tant qu'enseignant qu'on va travailler sur les stratégies d'apprentissage efficace. Donc ce qu'on peut faire, c'est une phase d'ouverture, de description d'images, où là on va travailler sur la structure de la description, sur les outils de description, les connecteurs spatiaux ou les connecteurs logiques dans la description. Donc là on apporte des connaissances sur le français qui vont permettre de décrire l'image. Et puis on va également annoncer aux élèves dans cette première phase d'ouverture de séance quelles sont les 3 stratégies d'apprentissage qu'on va travailler spécifiquement. Utiliser ses erreurs pour apprendre, demander de l'aide, relever les défis d'apprentissage. Et c'est bien ces stratégies-là qu'on va didactiser dans cette séance et dans la suivante. Donc à l'étape 2, je vais proposer une phase de modelage, c'est-à-dire qu'en tant qu'enseignant, je vais décrire une image de ville en utilisant la structure et les outils langagiers du français pour montrer aux élèves comment est-ce qu'on décrit et on construit un texte descriptif. Et puis après, dans la phase de pratique guidée, je vais proposer aux élèves différentes images de ville en leur demandant de se réapproprier ces structures et ces outils pour pouvoir mettre en œuvre ces connaissances et ces compétences. Et ça, je vais le faire en différenciant 3 niveaux. Un niveau où la description de l'image est facilitée déjà par une structure préécrite de l'enseignant qui cadre l'introduction, le corps de la description avec des connecteurs logiques. L'élève il va étoffer cette structure déjà présente. Un deuxième niveau où on n'a pas les connecteurs logiques, on n'a que la structure du plan de description. Et puis un 3e niveau, un peu défi d'apprentissage ou défi personnel, où là, sur la 3e image, il n'y a aucune aide, ni de structure, ni d'outils pour décrire la séance. Donc cette séance, elle se termine ainsi, et le fait de différencier 3 niveaux, ça me permet de proposer aux élèves des défis d'apprentissage et ils vont pouvoir, au fil des séances, choisir des niveaux de plus en plus développés au fur et à mesure qu'ils apprennent et qu'ils améliorent leurs compétences en français.
Séance d'après, c'est la 7e. C'est la phase de pratique autonome. Les élèves continuent à décrire les images. Il peut y en avoir d'autres en utilisant toujours les mêmes outils, la structure et description et les outils, les connecteurs logiques. Et puis là, il y a toujours les 3 niveaux. Puis je propose une grille d'évaluation des compétences disciplinaires qui va permettre aux élèves d'évaluer leur niveau de maîtrise de ces compétences disciplinaires. Et donc là, on est sur la stratégie d'apprentissage, utiliser ces erreurs pour progresser. Dans l'étape d'après, ça va être une phase de pratique autonome et de coévaluation, d'entraide. Les élèves peuvent se corriger les uns les autres, leur description, en tout cas demander le point de vue du partenaire grâce à la grille d'évaluation. Grâce à cette grille, donc, ils vont pouvoir s'auto-évaluer ou se co-évaluer. Donc une fois qu'on arrive à la fin de cette 7e séance, il ne nous reste plus que le retour réflexif pour permettre aux élèves de partager, de verbaliser les compétences psychosociales qu'ils ont travaillées à l'occasion de ces 2 séances centrées sur les méthodes d'apprentissage efficaces. Donc on en revient maintenant tout naturellement à la question du retour réflexif et savoir comment est-ce qu'il se construit. Le retour réflexif, il vise à porter attention à son expérience d'apprentissage, les mettre en mots, à partager sa propre expérience, son vécu, écouter l'expérience des autres, dégager de nouveaux savoirs sur la base de cette situation et de ce partage qui vont être utiles dans la vie quotidienne, c'est-à-dire le transfert. Et donc, l'élément important dans la construction du retour réflexif, c'est de comprendre que demander aux élèves de partager en grand groupe devant la classe, c'est très exposant et très intimidant. On va construire le retour réflexif en commençant d'abord par permettre aux élèves de porter attention à ce qu'ils ont ressenti, à comment s'est passée cette activité pour eux, juste pour eux-mêmes, sans le verbaliser à d'autres, en pensant sa réponse, en la dessinant, en l'écrivant. Après, l'étape d'après, ça peut être d'échanger en binôme avec son partenaire, son voisin, sa voisine en qui on a confiance, puis partager en sous-groupe avant d'être capable de faire un retour réflexif en groupe entier. Et ces différentes étapes, elles ne se font pas sur une séance. Elles peuvent s'échelonner sur la séquence. Donc pour structurer ce retour réflexif, il y a 3 temps. Observer, analyser, transférer. Dans le temps, observer les questions types qu'on peut poser, c'est comment vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez ressenti au cours de cette activité, qu'est-ce qui s'est passé pour vous. Pour guider la phase d'analyse du retour réflexif, c'est est-ce qu'il y a des choses qui ont été plus faciles ou plus difficiles que d'autres? Qu'est-ce que vous avez remarqué sur vous-même, sur le groupe, sur le fonctionnement, sur les interactions? Donc là, l'idée, c'est d'initier une réflexion, un partage qui peut ensuite donner lieu à des questions de relance. Et puis, la dernière phase du retour réflexif, c'est le transfert. S'il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de développement des compétences psychosociales. Parce que l'idée même des compétences psychosociales, c'est que ce soit des outils qui soient transposables dans différentes situations de vie. Donc cette phase-là, elle est importante. Et elle peut être, par exemple, initiée par la question suivante. Je vous invite à imaginer un moment dans le futur, aujourd'hui, demain, plus tard, vous allez utiliser ce que vous avez appris pendant cette séance. Quelle nouvelle stratégie allez-vous utiliser? Quelle différence là peut-il faire par la suite pour vous d'utiliser cette nouvelle stratégie? Et donc là, on fait de la répétition, si on se rappelle des mécanismes d'apprentissage au début de l'intervention, on fait de la répétition, c'est-à-dire qu'on les amène à visualiser comment est-ce qu'ils pourraient réutiliser cette compétence psychosociale qui a été développée à l'occasion de cette séance. Un élément important, un point de vigilance concernant le retour réflexif, c'est qu'il faut porter attention en fait, de ne pas biaiser ce retour en enfermant les élèves dans des questions fermées de type « Avez-vous bien ressenti les effets positifs de cette activité, de cette séance sur les compétences psychosociales ?» Les élèves ne peuvent pas répondre autre chose que « ben oui, effectivement ». Ou autre chose, c'est de polariser l'échange. C'est de valider certains retours, de dire « ah oui, ça c'est bien, c'est intéressant », et puis de ne pas le dire à d'autres. Ce qui va créer l'impression qu'il y a une réponse attendue, qu'il y a une réponse vraie, puis d'autres qui seraient fausses. Donc là, c'est important de porter attention à sa posture d'enseignant et de valider toutes les réponses, même celles qui ne nous conviennent pas, même celles qu'on n'attend pas, même celles qui sont surprenantes. Et après, c'est le feedback dans le cadre du retour qui va permettre d'expliquer les effets délétères ou les effets moins positifs de telle ou telle croyance, de tel ou tel ressenti, de telle ou telle pensée, et pour permettre de la déconstruire. Donc on en vient à didactiser
ce retour réflexif parce qu'en effet, ces 3 temps ne sont pas tous à chaque séance. Par exemple, là on est aux 2 premières séances de la séquence, on va plutôt se focaliser sur observer. Et c'est important observer parce que ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel pour les élèves de porter attention à leurs ressentis, de porter attention à leurs émotions, de porter attention à leurs pensées un peu plus. Et donc, il faut amener les élèves à se connecter à ce qu'ils ont ressenti, à ce qu'ils ont pensé pendant l'activité. Et ça peut prendre un peu de temps et on pense toujours à le faire d'abord en individuel, puis si on le sent sur un échange en binôme, puis un partage en sous-groupe, on n'amorce pas ce retour réflexif qui va parler de ses ressentis et de ses pensées de quelque chose qui est intime directement en demandant aux élèves de prendre la parole devant le groupe classe. Ensuite, une fois que les élèves sont habitués à observer, à porter attention à leurs ressentis, on peut enchaîner sur l'analyse. Quelles sont les situations pour lesquelles vous avez ressenti les émotions les plus intenses? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été plus faciles ou plus difficiles que d'autres? Donc là, on peut proposer un temps de retour réflexif sur observer et analyser en séances 3 et 4. Et on n'est toujours pas sur transférer. On permet aux élèves de rentrer progressivement dans ce retour réflexif. Et on viendra sur la question du transfert que sur les dernières séances de la séquence. Vous pensez à une situation, ailleurs et plus tard, comment est-ce que vous pourriez mobiliser les compétences émotionnelles qu'on a travaillées aujourd'hui? On va terminer par quelques pistes concrètes pour la formation, parce qu'effectivement, être capable de concevoir ces séquences intégrées avec des séances à double valence, à la fois en travail des compétences disciplinaires et en même temps des compétences psychosociales, et être capable de les mettre en œuvre en animant un retour réflexif comme ça, progressif sur observer, analyser, transférer, ça nécessite des compétences professionnelles très élaborées. Donc on va se poser la question de comment est-ce qu'on peut conduire, amener, accompagner les collègues dans le développement de ces compétences professionnelles de haut niveau. On peut s'appuyer déjà sur le référentiel de compétences des maîtres qui évoque certaines compétences comme construire, mettre en œuvre, animer des situations d'enseignement et d'apprentissage, prenant en compte la diversité des élèves. Organiser, assurer un mode de fonctionnement du groupe, favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves. Dans ces 2 compétences du référentiel des maîtres, il y a déjà en germe les compétences requises, les compétences professionnelles requises pour concevoir et animer ces séquences CPS intégrées. Mais pour les exprimer de manière plus explicite, on peut dire que la compétence à développer, ça va être d'être capable de concevoir et de mettre en œuvre des situations d'enseignement à double valence, dans lesquelles le support disciplinaire va à la fois être un objet d'apprentissage, mais en même temps un contexte pour travailler les compétences psychosociales. Deuxième compétence pour lesquelles on va accompagner les collègues, c'est proposer et animer des formes de travail qui favorisent l'engagement actif. On l'a vu dans le SAFE, séquencé, actif, focalisé, explicite, qu'il est important que les élèves soient actifs, tant au plan cognitif qu'affectif, mais on l'a vu aussi au niveau des compétences sociales, actifs corporellement. Parce que le fait de se déplacer, de se lever dans la classe et d'échanger avec les camarades, ça permet de potentialiser l'attention, de rafraîchir nos compétences attentionnelles et pouvoir se plonger avec plus d'efficacité dans les apprentissages scolaires. Et puis la troisième compétence plus spécifique, c'est conduire et animer un retour réflexif qui permette aux élèves d'observer, d'analyser, de transférer les CPS acquises en classe. Donc ces 3 compétences-là, elles sont contenues dans les compétences du référentiel des maîtres, mais elles demandent quand même à être explicitées en formation. Et là, on va s'appuyer sur les travaux de Sims. Il y a des méta-analyses aujourd'hui très claires sur les ingrédients qui sont efficaces pour construire une formation professionnelle. Il y a 14 gestes professionnels du formateur qui sont regroupés en 4 piliers de formation. Transmettre des connaissances aux collègues stagiaires, engager les enseignants dans le changement de leur comportement, de leur pratique pédagogique, transmettre des techniques d'enseignement en formation pour pouvoir encourager l'implémentation de ces techniques en classe, c'est-à-dire sur le terrain, en dehors de la formation. Donc, gérer la charge cognitive des collègues en réduisant ou en adaptant le volume de connaissances, leur permettre d'ancrer ces connaissances sur des apprentissages, des connaissances qu'ils ont déjà. Ça, c'est des compétences du formateur qui sont
classiques ou bien maîtrisés. Deuxième, fixer les objectifs de manière consensuelle. Ce n'est pas forcément le formateur lui-même qui fixe les objectifs, il les co-construit avec les stagiaires pour que ces derniers puissent être impliqués dans la situation de formation. Il va apporter le formateur des compétences et des connaissances surtout crédibles, c'est-à-dire fondées scientifiquement. Et puis, il va accompagner les collègues en valorisant les efforts, les progrès et en les explicitant, ces progrès réalisés. Et c'est là peut-être que ce sont les deux derniers pôles là que se situent les compétences de formation les plus importantes. Présenter clairement ces techniques et ces méthodes pédagogiques, par exemple en précisant la démarche de conception d'une séquence intégrée. Encourager le soutien social entre pairs, permettre aux collègues enseignants en formation de pouvoir coopérer pour concevoir, pour expérimenter ces situations ou ces séquences intégrées. Le modelage, c'est vraiment illustrer, c'est donner des exemples concrets qui ne sont pas forcément l'alpha et l'oméga des séquences intégrées, mais en tout cas qui donnent une vision très précise, très claire de ce qui est attendu en termes de gestes professionnels, de méthodes pédagogiques, et qui vont être des propositions un peu clés en main sur la base desquelles les collègues vont pouvoir s'approprier les compétences et après ils vont pouvoir s'en départir de toutes ces situations clés en main pour en construire d'autres. Mais d'abord, c'est un repère, ces situations modélisantes. Assurer un suivi, donner du feedback, s'exercer, répéter ces techniques en formation. Il faut qu'en formation, les collègues puissent avoir un espace pour pouvoir expérimenter ces séquences, pour pouvoir les animer également le retour réflexif et avoir un feedback du formateur et de leur pair sur ce travail-là. Et puis, la question cruciale en formation, c'est une fois la formation terminée, comment est-ce que ces techniques, ces méthodes pédagogiques vont être transférées, vont être transposées sur le terrain. Et donc là, il y a vraiment une réflexion à avoir sur comment on accompagne la mise en œuvre. Encourager à tester ces pratiques en classe, c'est sûr, mais surtout planifier quand, où, comment mettre en œuvre ces techniques, avec quelle classe, dans quel moment de l'emploi du temps. C'est ce qu'on appelle envisager le plus petit pas possible. Comment est-ce que demain, avec ta classe de 4e, tu peux mettre en place l'apprentissage coopératif avec eux. Tu ne peux peut-être pas reprendre toute la séquence qu'on a vue là en formation, mais peut-être que les jetons de conversation ou les questions rafales, c'est peut-être des situations que tu te sens en confiance pour reprendre. Analyser sa pratique. Donc une fois qu'on a mis en œuvre sa pratique, qu'on a mis en œuvre ses stratégies avec ses élèves, eh ben, le rôle du formateur n'est pas terminé. Le rôle du formateur, il est aussi là pour assurer un suivi, un accompagnement, pour permettre aux collègues qui ont eu peut-être des difficultés ou qui ont besoin de partager leur expérience d'implémentation en classe, de pouvoir avoir le retour, le conseil du formateur, mais aussi des pairs. Donc peut-être que ce suivi peut se faire en petits groupes d'enseignants. Et puis, il y a besoin de répéter l'utilisation de ces techniques en classe. Là aussi, la répétition est nécessaire pour l'automatisation du changement de comportement. Donc là, j'ai essayé d'identifier les gestes professionnels qui semblaient les plus cruciaux, les plus importants à mettre en œuvre pour accompagner le développement des gestes professionnels, des compétences professionnelles propices à cette approche intégrée des CPS. Apporter des connaissances crédibles, c'est-à-dire fondées scientifiquement, le modelage, s'exercer, donner des espaces de simulation en formation, et puis la planification, l'analyse de pratique et la répétition. Et pour pouvoir mettre en œuvre le mieux possible ces 6 gestes de formateur, pour le coup, on peut envisager une dynamique de formation qui s'appuierait d'abord sur les apports scientifiques sur les CPS, à la fois la classification, la définition, mais aussi tout ce qui renvoie aux méta-analyses de Durlac, de Cipriano, quels sont les effets de ces séquences CPS, et en même temps aussi les modèles théoriques qui vont nous aider à construire les leviers et qui vont être des supports pour la structuration et la cohérence horizontale de notre séquence. Donc tous ces apports théoriques, on n'est pas obligé de les faire en bloc, on peut les faire de manière délayée ou espacée dans notre temps de formation. En tout cas, sur la base de cet apport théorique, eh bien, il y a aussi des expérimentations pratiques. Il faut que les collègues, puisque le modelage, c'est-à-dire puisque incarner les CPS c'est important, on l'a vu dans les processus d'apprentissage, mais il faut que les collègues en formation ils puissent expérimenter ces activités CPS pour développer leurs compétences émotionnelles, développer leurs compétences sociales, développer leurs compétences positives, leurs compétences cognitives,
pour pouvoir effectivement incarner ces CPS en classe. Donc ces expérimentations pratiques en formation, elles sont essentielles à cet égard. Elles ne sont pas suffisantes, elles doivent s'accompagner aussi d'un travail de conception d'un scénario pédagogique, c'est-à-dire la cohérence verticale de la séquence, envisager un scénario avec différentes étapes pour, au sein de la séance, construire les compétences psychosociales ciblées. À la suite de ça, il y a besoin d'un temps de simulation en formation où là, on est en formation avec le groupe de 15 ou de 20 stagiaires et sous forme de micro-enseignement, on va mettre en œuvre le scénario pédagogique qu'on a construit à l'étape précédente. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va faire l'enseignant, les autres sont les observateurs, il présente sa séquence ou sa séance, il présente son retour réflexif et après, il y a un débriefing, il y a un retour et on change de rôle. Il y a besoin peut-être aussi de lesson study. Et là, c'est le passage critique du temps de formation à l'implémentation sur le terrain. C'est-à-dire qu'à l'issue de la formation, il est nécessaire que les collègues aient suffisamment confiance en leur capacité de mettre en œuvre ces séquences ou ces pratiques intégrées pour pouvoir le faire. Et la lesson study est un bon moyen pour ça. La lesson study, c'est on conçoit une séance CPS à 15 ou 20, l'ensemble du groupe. Et puis, une fois qu'on a construit cette séance de 50 minutes, on va prendre une classe d'un des enseignants stagiaires de la formation et il y a l'enseignant de la classe, ou deux, un collègue, qui vont animer ou co-animer cette séance auprès des élèves sous l'observation des collègues stagiaires. Donc, la séance qui a été co-construite en grand groupe, elle est animée que par une ou deux personnes, à l'issue de laquelle il y a un temps de débriefing, les élèves repartent en classe ou dans leur cours et le groupe de formateurs se retrouve dans la salle pour débriefer, pour analyser ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné, comment on peut faire différemment. Et ça, le lesson study, c'est vraiment un tremplin pour acquérir le sentiment de compétence nécessaire pour pouvoir implémenter ces pratiques intégrées. Et puis, l'analyse de pratique, c'est également une étape. Là, on est dans le suivi, on n'est plus dans le temps de formation. On est à l'issue du temps de formation, les collègues sont repartis dans leurs classes respectives avec leurs élèves, ils mettent en place les pratiques, les séquences et les séances. Et là, il y a un temps de suivi en visio avec le formateur où le collègue rapporte ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, pose ses questions et il y a une analyse de pratique conjointe entre le formateur et le ou les stagiaires sur cette pratique. Et tout ça, c'est dynamique et circulaire. Il y a peut-être besoin de plusieurs temps d'analyse de pratique, plusieurs séquences de micro-enseignement. Pour autant, à l'issue du temps de formation, tous les collègues ne vont pas forcément se sentir en capacité de mettre en place une séquence intégrée. Là, on peut s'appuyer sur le modèle transthéorique du changement, les travaux très clairs sur comment s'opère le changement de comportement et qui mettent en évidence des étapes. On sait que le changement de comportement, il ne se fait pas de manière automatique, durable, stable. Ce n'est pas la loi du tout ou rien. Ça se fait progressivement, le changement, avec des boucles de rechute. Et généralement, la première étape du changement, c'est la précontemplation. C'est lorsqu'on n'a pas conscience de l'intérêt de développer les CPS et qu'on a besoin d'informations qui développent l'intention de changer. Cette première étape ne devrait pas concerner les collègues qui sortent de formation parce que justement, ils ont eu une journée, 2 journées, 3 journées de formation et ils ne devraient plus en être à l'étape de la précontemplation. Et peut-être que certains vont être à l'étape suivante, celle de la contemplation. On a conscience de l'intérêt de développer les CPS, mais on ne va pas le faire parce qu'on ne se sent pas, parce qu'on ne sait pas trop comment faire. Et là, il y a besoin d'exemples concrets et construire une formation avec des exemples modélisants, ça permet de répondre aux besoins des collègues qui seraient à cette étape de la contemplation. Après, il y a l'étape de la préparation où là, on a l'intention de développer les CPS et on a besoin d'aide pour planifier, on a besoin de micro-enseignements, on a besoin de lesson study, on a besoin de ressources claires sur lesquelles s'appuyer, de ressources clés en main. Après, on a l'étape de l'action et là, on va tester des pratiques de développement des CPS. Et là, on va vraiment avoir besoin d'analyse de pratique, surtout de pouvoir en discuter avec le formateur, d'adapter, de réguler son activité professionnelle. Et puis, quand on arrive à être un enseignant expert CPS, on va avoir certainement le besoin de partager ses pratiques avec ses collègues. Et là, ça peut être une ouverture vers le passage à la formation en CPS. Donc concrètement, comment est-ce qu'on peut accompagner ce passage du temps de formation
à la mise en œuvre de terrain. En fonction de ces différentes étapes du changement de comportement, on peut penser 3 grandes étapes. On peut penser qu'à l'issue de la formation, il va y avoir d'abord des collègues qui vont pouvoir choisir et mettre en œuvre 1 ou 2 séances de la séquence sans retour réflexif. Le retour réflexif, c'est vraiment ce qui est le plus exigeant pour les enseignants. Et donc, ils peuvent simplement prendre une séance des séquences qu'on leur a proposées en formation, ou qu'ils ont construit, ou qu'ils ont mis en œuvre dans les micro-enseignements, et se dire, ben voilà, moi, mon plus petit pas possible, c'est de mettre en œuvre cette séance ou ces 2 séances de la séquence, mais certainement pas la séquence dans son intégralité. Le deuxième degré, c'est mettre en œuvre la séquence complète sans le retour réflexif. Donc là, c'est des collègues qui pourraient se sentir un peu gênés d'animer ce retour réflexif où on ne sait pas trop ce qui va se passer, on ne sait pas trop ce que vont pouvoir dire les élèves. Et on se dit par contre qu'on va pouvoir mobiliser les CPS à travers cette séquence. On fait l'intégralité des 7 séances de la séquence, mais pas de retour réflexif. Et enfin, évidemment, le troisième niveau, c'est le collègue qui va se sentir capable de mettre en œuvre la séquence intégrée en faisant le retour réflexif, en le didactisant progressivement, et puis se départir de ces modèles de séances pour reconstruire ses propres séances et ses propres séquences. Voilà pour l'essentiel de mon propos, et puis je suis évidemment tout disposé à pouvoir répondre à vos questions.